discours sur la famille se doit aujourd'hui de commencer ainsi. Je ne vous parlerai pas de la famille, mais des familles, car désormais nous nous trouvons devant une pluralité de formes familiales. La pointe d'un tel propos est généralement que la famille conjugale, c'est-à-dire fondée sur le lien durable entre un homme et une femme, n'est pas le seul modèle de famille possible, voire souhaitable. J'ai entendu un jour un sociologue proposer de la famille la définition suivante: une famille serait une cellule sociale composée d'au moins un adulte élevant au moins un enfant. Mais pourquoi, donc, dès lors que nous parlons de famille, devrions-nous en rester au sens minimal? Nous ne le faisons pas lorsque nous parlons de repas ou de salaire ou de bonheur. Pourquoi devrions-nous évacuer toute perspective éthique, c'est-à-dire toute recherche de la vie bonne? Il y a tout d'abord lieu de se demander si les nouvelles formes sont réellement vécues comme de nouveaux modèles. En sociologie, ce terme désigne une forme voulue comme telle, une visée idéale type. Notre société n'est pas en train d'expérimenter de nouveaux modèles, mais de dissocier le modèle traditionnel, affirme le démographe Henri Léridon. Incontestablement, notre culture est davantage une culture de la dissociation, de la déliaison, plutôt qu'une culture du lien, de l'unité, de la solidarité sur une longue durée. Mais suffit-il de dissocier pour créer? Sortons pour autant du modèle de la famille dite nucléaire. On le prétend parfois, c'est le modèle nucléaire qui serait relativisé ou qu'il faudrait relativiser. Certains affirment que ce modèle n'aurait acquis la suprématie qu'au XVIIIe, voire XIXe siècle. Derrière ce terme, on confond deux notions qui sont loin de coïncider, celle de famille restreinte et celle de famille conjugale. Quant à la structure nucléaire, proprement dite, il y a un sophisme à affirmer qu'elle est d'apparition récente ou minoritaire à travers l'histoire. Il est vrai qu'elle a souvent été intégrée dans une communauté plus large, la famille élargie, parfois appelée famille souche ou patriarcale, par exemple. Mais cela n'exclut aucunement la présence d'un noyau père, mère, enfant. Ce n'est pas parce qu'il était intégré dans un ensemble plus large qu'il n'existait pas. En tête de tous les bilans sommaires viennent les familles, entre guillemets, dites monoparentales. L'expression peut surprendre. Qui dit famille dit enfant. Or, ne faut-il pas, jusqu'à ce jour, deux personnes pour donner naissance à un enfant? Qu'en est-il alors du parent absent? Ou bien il est décédé, et je ne vois pas plus de raison que dans le passé, où ce genre de situation était encore plus fréquent qu'aujourd'hui, de parler de monoparentalité, ou bien il est encore vivant, et il faut bien alors peser ses mots. Le responsable d'un centre d'éducation spécialisé me disait récemment: on pourrait presque écrire d'avance sur le dossier « père absent, mère KO ». La monoparentalité, pour autant que ce terme ait un sens, est un accident de la vie. Elle n'est pas un modèle. Ou alors, si elle évolue pour elle-même, on est en droit de porter un jugement éthique négatif sur ce choix, au nom de l'intérêt de l'enfant. Viennent ensuite dans le catalogue les familles recomposées. L'expression a vu le jour dans les années 80. Elle a été préférée à celle de famille reconstituée. Mais elle est porteuse de la même ambiguïté. Le préfixe « re » indique ordinairement une répétition, un retour en arrière. L'histoire est toujours écrite du point de vue des vainqueurs. Méfions-nous. Derrière le visage souriant de la famille se tient souvent un autre visage, celui de l'autre parent, dans bien des cas resté seul, et qui dîne le soir sur un coin de table en pensant à celui qui est assis à sa place à la table familiale, qui rencontre ses enfants un week-end sur 2 ou sur 3, ou quelques jours par an, ou pratiquement plus dans un quart des cas. Oui, derrière la famille recomposée, il y a une famille décomposée. C'est généralement celle qui compte le plus pour l'enfant. On parle de plus en plus de familles concubinaires. Qu'une famille fondée sur la base du concubinage soit une famille, nul n'est en droit de le contester. Qu'elle soit une famille au sens plein, il est permis d'en douter. En effet, faut-il le rappeler, les concubins restent célibataires. L'enfant est donc l'enfant de deux célibataires. C'est pourtant une base de sécurité affective pour un enfant de savoir que sa famille n'est pas fondée seulement sur des réalités subjectives, mais par son inscription dans un cadre social, public, institué. Il y a abus de langage à affirmer, comme on peut le lire partout, que rien ne distingue dans leur vie quotidienne les familles naturelles et les familles légitimes. Cela est vrai, bien sûr, si on considère les modes de vie. Pour un certain nombre de données pratiques, il est établi, selon plusieurs sources sérieuses,
que le taux de rupture entre les concubins est 6 fois plus élevé qu'entre les époux. L'arrivée des enfants diminue ce taux par 3, ce qui signifie que le lien entre les parents reste encore 2 fois plus fragile. La statistique ne fait que confirmer ce que le bon sens peut percevoir par lui-même. Il y a une différence intrinsèque entre avoir ou ne pas avoir prononcé solennellement et devant témoins le double oui du consentement matrimonial, avec toutes les résonances et incidences d'une telle parole. La promotion de l'expression famille homoparentale, sous l'action de groupes bien déterminés, joue sur cette désincarnation. Le terme est récent. Il n'a de sens qu'en dissociant la parentalité de la parenté. Ces dernières étant par définition sexuées, la dissociation entre ces deux termes est au cœur du problème. Selon les promoteurs du terme, la parentalité est essentiellement volontaire et éducative, même s'il peut être bon que l'enfant se sache issu d'un homme et d'une femme. En réalité, les dissociations entre l'affectif, le biologique et le social introduisent des discontinuités entre des ruptures dans la vie de l'enfant. La famille est le lieu où l'on est, l'adoption, qu'on le veuille ou non, se coule dans ce modèle. Or, l'on est de l'union d'un homme et d'une femme. Union signifiante et signifiée d'une communauté de vie, alias d'une alliance. Elle est aussi le lieu où l'on reçoit un nom et un prénom. Autrement dit, elle est le lieu de l'union de la chair et de la parole. Ces arguments étaient tirés de la philosophie et des sciences humaines. Ils sont valables a fortiori du point de vue théologique, tant il est vrai que spirituellement, donner la vie, c'est la recevoir. Le don est le lieu du don. Et comme le déclarait le pape Paul VI, s'aimer, c'est se donner ensemble l'un à l'autre pour se donner ensemble à d'autres et ainsi fonder une famille.